J'ouvre le second débat de ce Sens Public volontairement décalé de l'actualité du jour. Vous le savez, avec cette question, la guerre a-t-elle basculé dans l'ère de l'intelligence artificielle alors que le ministre français de la Défense vient d'annoncer la création d'une agence spécifique? Les deux conflits en cours prouvent que les robots, les algorithmes, l'intelligence artificielle prennent de plus en plus de place à la fois dans les opérations et dans la stratégie militaire. Avant d'en débattre, une première démonstration centrée sur la guerre Israël-Hamas. Fabien Recker. C'est un programme baptisé Évangile, Absora en hébreu, une intelligence artificielle utilisée par l'armée israélienne pour mener ses frappes dans la bande de Gaza. Absora, c'est un programme informatique qui vraisemblablement a la possibilité, la capacité d'agréger un très grand nombre de données et des données très hétérogènes, c'est-à-dire issues de types de renseignements différents. Donc ça peut être des images satellites, des images de drones, des écoutes téléphoniques, des images de vidéosurveillance, du renseignement humain. Cet algorithme les agrège et ensuite produit à partir de ces informations une recommandation de cible dans Gaza. Qualifiée par Tsahal d'usine à cible, l'IA fournit des recommandations à un rythme effréné. Une centaine de cibles potentielles par jour, affirme un ancien chef d'état-major de l'armée israélienne, là où précédemment Israël n'identifiait dans Gaza qu'une cinquantaine de cibles par an. De quoi expliquer la cadence record des frappes sur l'enclave, responsable de la mort de 31 700 personnes, en majorité des civils, selon les autorités de santé gazaouis. L'implication grandissante de l'IA dans les systèmes de combat soulève des questions éthiques et juridiques, analyse cette chercheuse. En cas d'exaction commise dans un contexte où l'intelligence artificielle aurait été utilisée, il est très difficile de dire qui peut être tenu pour responsable du développeur, du commandement militaire, de l'opérateur. Et il y a une sorte de flou de responsabilité qui peut s'avérer extrêmement problématique au regard de l'exercice de la justice pénale internationale. Utilisée dans la guerre à Gaza, l'IA est aussi employée dans le conflit ukrainien selon les chercheurs, en particulier pour optimiser le guidage des drones et rendre ces derniers plus autonomes en cas de brouillage de la liaison entre le drone et son opérateur au sol. Comment la guerre est en train de basculer dans l'ère de l'intelligence artificielle? On en débat avec Louis Pérez. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes doctorant à l'Université Paris de Panthéon-Assas et à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire. Et vous préparez une thèse justement sur la régulation internationale de l'intelligence artificielle militaire. Amael Guiton, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes journaliste à Libération, spécialiste des enjeux numériques. On attend Christine Dugoin-Clément dans un instant et Mathieu Croissando est resté à mes côtés, éditorialiste politique. Bonsoir à tous. Peut-être un premier chapitre sur... pour rebondir sur le reportage, le sujet de Fabien Recker, sur ce qui se passe en ce moment à Gaza. Louis Pérez, quelle place prend l'intelligence artificielle dans les opérations de Tsahal? On a vu quelques exemples dans le sujet. Est-ce qu'on peut détailler un peu? Elle est déterminante et surtout elle est croissante. Ça fait quand même quelques années qu'Israël se distingue dans ses opérations par le recours à des systèmes d'intelligence artificielle. Il y a quelques années, on entendait parler du système Iron Dome qui permettait de protéger contre certains systèmes, contre certains missiles attaquants. Et aujourd'hui, notamment depuis le début depuis le 7 octobre, on a vu une pluralité de systèmes qui ont été utilisés à la fois pour le renseignement, pour le mélange de ces renseignements afin d'avoir des cibles pour frapper, pour prévoir la planification de ces cibles et ensuite pour attaquer ou se défendre militairement. Mais quand on parle de gospel, là, c'est ce qu'on évoquait là, cette intelligence artificielle qui suggère les cibles les plus, je mets des guillemets, pertinentes lors d'une attaque. Juste pour bien comprendre, c'est à quel stade de l'assaut? C'est avant, au moment de la stratégie? C'est juste avant de décider de tirer? C'est-à-dire que c'est l'IA qui dit là vous avez un terroriste, là vous avez un civil? Vous voyez ce que je veux dire? Essayons d'être le plus concret possible sur l'utilisation de ces outils. C'est pas au stade de la stratégie. Enfin, la stratégie, elle, ne fait que dire on est d'accord pour utiliser ce type de système. C'est au moment opérationnel et tactique. Donc au moment opérationnel, on va récolter les informations du système, enfin mélanger et puis de faire travailler, on va dire, le système et avoir les informations utiles. Et au moment tactique, où on va lancer des attaques en accord avec ces informations-là. Oui, donc ce qui pose une vraie question sur qui déclenche, qui fait le choix, et ça posera notamment la question du droit de la guerre. On y consacrera un vrai chapitre dans ce débat. Amael Guiton, c'est peut-être pas très étonnant de voir Israël à ce point avancé sur les questions de l'utilisation de l'IA. C'est un des pays, alors au-delà du militaire,
c'est un des pays les plus puissants en la matière? Alors, il y a un écosystème tech, comme on dit, qui est très fort. Et surtout, il y a, on sait que c'est un des pays qui a notamment beaucoup travaillé le cyber, au sens à la fois défensif et offensif. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un écosystème à la fois public et privé avec... ils se sont eux-mêmes appelés la Startup Nation, et c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu un écosystème privé très dynamique sur ces questions-là, y compris sur des usages effectivement d'espionnage, des usages militaires, etc. Et sachant qu'effectivement, ils s'appuient sur les technologies depuis un certain temps, et qu'ils ont effectivement travaillé cet aspect-là de convergence entre le public et le privé depuis des années en réalité. Officiellement, c'est le 2e pays derrière les États-Unis, la France 3e. J'ai vu ça dans l'Express ce week-end. Alors c'est peut-être compliqué de valider des chiffres comme ça. C'est toujours un peu compliqué, notamment parce qu'il y a quand même un acteur qui est extrêmement opaque, sur lequel on a peu d'éléments, mais dont on sait qu'il est extrêmement puissant, et c'est la Chine. Donc c'est vrai que c'est toujours extrêmement compliqué de faire des classements. Moi, je suis toujours assez prudente, effectivement, avec ça, parce qu'il y a des pays sur lesquels on a peu d'informations. Mathieu ? Quand vous dites qu'il y a un secteur privé, un secteur public assez imbriqué, en tout cas, est-ce que ça veut dire que, comme aux États-Unis, l'industrie militaire, comme les États-Unis financent l'industrie militaire et la subventionnent beaucoup, c'est le cas pour l'industrie cyber? Alors, pour le coup, je connais moins, mais il me semble qu'il y a là aussi, comme aux États-Unis, un certain nombre de fonds d'investissement, que effectivement les agences de recherche aussi financent. Enfin, le modèle américain, en tout cas, c'était clairement celui-là. Et d'ailleurs, ça a toujours été le grand paradoxe, notamment de la Silicon Valley, qui a construit cette espèce de mythologie de l'entrepreneur, alors même que c'est aussi une industrie qui a énormément profité, notamment des fonds de recherche abondés par le militaire. Quand on parle d'intelligence artificielle, d'IA militaire, on pense forcément, alors c'est de l'ordre du fantasme, mais à des robots tueurs. C'est ce qu'évoquait la sénatrice LR des Hauts-de-Seine, Christine Lavarde, sur notre plateau. C'était en décembre dernier, dans un débat général sur l'IA. Voilà ce qu'elle nous disait. Quand on se pose la question de la défense, on est très vite confronté à cette question de jusqu'où peut-on aller? Est-ce qu'on pourra... parce que là, on peut être face à des armes létales de massives, parce qu'un robot tueur, on n'a même plus le problème d'envoyer quelqu'un qui va se faire tuer. On n'est plus que face à de la matière qui va tuer des êtres humains. Donc c'est plus du tout... quand il y a un attentat, la personne qui va se faire exploser, à un moment, quand même, elle se dit qu'elle va mourir pour la cause. Là, quand on envoie un robot, qu'en plus on est très loin parce qu'on peut les commander à distance, ça change quand même aussi la manière de faire la guerre. Voilà, Christine Lavarde, qui venait de participer à un colloque de son parti, du parti LR, sur les questions d'intelligence artificielle. Bonjour Christine Dumois-Clément, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes chercheuse pour la chaire Risque à l'Institut d'administration des entreprises, Paris-Sorbonne, et au centre de recherche de l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Bienvenue à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, j'ai envoyé dans le débat ce terme robot tueur. Je voudrais savoir ce que vous en pensez les uns et les autres. Est-ce que c'est de la science-fiction, Christine Dumois-Clément? Un robot tueur autonome, évidemment, on rajoute ce qualificatif. Alors, en fait, ça a fait l'objet de tout un débat, et notamment quand on parle de robots tueurs, on pense à des drones qui auraient la capacité de faire du ciblage et de prendre la décision de tir, donc létal, de manière autonome. En réalité, il y a des cadres éthiques, ça a été notamment l'objet d'une commission qui a été menée au sein du ministère de la Défense avec un public assez large, c'est-à-dire qu'on avait aussi bien évidemment des juristes que des militaires forcément, mais des gens des sciences sociales, des éthisticiens, etc. Et on en est arrivé à se dire que la décision de tir serait toujours en France, déléguée à ce qu'on appelle un red card holder, c'est-à-dire à une personne humaine qui prendrait cette décision-là et qu'elle ne serait pas déléguée uniquement à une machine hors supervision. Ça a été un des... Il y a eu un débat quand même. C'est ce qui me surprend, moi, c'est qu'on se soit posé la question. Et c'est le cas qu'en France ou les autres pays sont d'accord avec ça? Alors c'est tout l'enjeu, c'est-à-dire que ça fait de manière assez globale l'unanimité, mais où va s'arrêter, et c'est un des problèmes, la confiance que l'on aura dans d'autres États qui déploient aussi des systèmes de drones, alors qu'ils soient terrestres, maritimes ou aériens. Et ça a été notamment un objet un petit peu de stupeur, de choc et stupeur, au moins dans la dialectique, quand Moscou avait annoncé qu'ils allaient déployer une unité uniquement constituée de drones, pour le coup terriens, en Syrie. Donc ça avait fait énormément de bruit,
dans les faits et dans la réalité, les résultats étaient pas opérationnels, étaient discutables. On était en 2019. Voilà, parce que ça avance tellement vite, l'intelligence artificielle, vous vouliez intervenir. Mais oui, en fait, c'est l'une des difficultés de mettre effectivement dans le débat cette question du robot tueur, c'est-à-dire d'une arme totalement autonome, c'est que ça fait presque oublier qu'en fait, il y a aujourd'hui tout un tas de systèmes d'intelligence artificielle qui ne sont pas entièrement autonomes, où il y a toujours à un moment donné de l'humain qui intervient, mais ça soulève déjà des tas de difficultés sur les risques que ça pose, sur les questions de proportionnalité. C'est toute la question que pose l'usage de l'intelligence artificielle aujourd'hui par l'armée israélienne dans la bande de Gaza. C'est la question de la proportionnalité aussi qui est essentielle quand on parle de droit international. Donc on est déjà confronté à beaucoup de difficultés avant même d'en arriver au stade de l'arme totalement autonome. Oui. Pour l'instant, Louis Pérez, alors évidemment, ma question elle est trop générale, vous ne pouvez pas répondre pour tous les pays, mais on peut considérer que c'est encore un humain qui appuie sur la détente ? Ça dépend, parce qu'on a aussi des systèmes qui sont, quand on utilise une mine, en soi, une mine, ça se déclenche automatiquement. Oui, bien sûr. Donc c'est souvent un parallèle. Est-ce que c'est de l'intelligence artificielle ? Non, ça n'en est pas. Bon. Donc on a les munitions rôdeuses aussi qu'on va libérer pendant un certain temps dans un certain espace et qui, une fois qu'elles ont détecté la cible pour laquelle on a programmé la munition, vont aller sur cette cible. C'est peut-être les drones maritimes, par exemple, qui ont la capacité de, si j'ai bien compris, de reconnaître le navire pour être sûr que c'est la bonne cible. Là, il y a quand même un humain qui décide de déclencher, ou alors il est parti, il est armé et il y va. Pas forcément. Ça dépend des systèmes. Le milieu maritime, il est intéressant pour les armées parce qu'il n'y a pas de civils, on n'est pas dans des zones urbaines. Et donc, en théorie, sauf s'il y a un navire de pêcheurs qui passe par là, mais a priori, un navire de pêche et un navire de guerre se distinguent. Donc, l'autonomie, elle est assez propice à être utilisée dans le domaine naval parce qu'il y a assez peu de vies civiles qui sont en jeu. Ce qui n'est pas le cas des domaines urbains, là où on a souvent le fantasme un peu du drone autonome qui irait en ville pour tirer sur éventuellement des cibles. Alors, justement, puisqu'on parle des fantasmes, je pense que c'est important à ce moment du débat, Mathieu, de se pencher. Si, parce que moi j'avoue que mon prisme sur un débat comme celui-là, et l'une des raisons pour lesquelles il m'intéresse, c'est parce que j'ai été nourri de films de science-fiction. Donc vous êtes penché sur les représentations de la guerre du futur au cinéma. Oui, parce que je sais pas vous, mais moi, quand j'entends la même phrase, intelligence artificielle et guerre, je prends peur, et vous le dites très bien, c'est la faute au cinéma, qui n'a cessé depuis des années de nous faire peur avec l'intelligence artificielle. C'est bien simple, à chaque fois, elle échappe à son créateur, en gros, depuis la rébellion de HAL dans 2001 Odyssée de l'espace jusqu'au répliquant de Blade Runner, sans oublier un nombre incalculable que je ne citerai pas de nanars que j'ai pu voir et adorer. À chaque fois que l'homme dote une machine d'une capacité d'aide à la décision ou de libre arbitre, ça se termine mal. Dans The Creator, qui est un film qui est sorti l'an dernier, le cinéaste Gareth Edwards imagine même le pire. On est en 2070, alors que l'humanité a cédé une partie des rênes à l'intelligence artificielle. Celle-ci lâche de son propre chef, si j'ose dire, une bombe nucléaire sur Los Angeles, déclenchant une guerre sans merci entre humains et robots. Ce qui pose quand même dans tous ces films la même question. Les hommes ont-ils le droit de... Là, on en est sur les robots peuvent-ils tuer les hommes sans qu'un homme les commande? Mais dans les films, ça se termine toujours par les hommes ont-ils le droit de débrancher une intelligence artificielle quand elle est... qui finit par avoir une conscience humaine ou quelque chose comme ça. Alors, est-ce que c'est un sinistre présage? On sait que le cinéma est friand de ces dilemmes. En particulier, je trouve, dans les films de guerre, où le côté sale et sanglant du combat se joue désormais largement derrière un écran. Et je cite comme exemple The Good Kill, que vous avez sûrement vu d'Andrew Niccol, où on a... qui était d'ailleurs le réalisateur du très futuriste Bienvenue à Gattaca, dans lequel il y a un de ces fameux pilotes de drone qui est dans un préfabriqué dans le désert du Nevada et qui exécute des talibans avant d'aller retrouver sa petite famille et qui finit évidemment avec un syndrome post-traumatique, car dans la guerre d'aujourd'hui comme dans la guerre du futur, telle que l'imagine Hollywood, il n'y a pas de place pour la guerre propre. L'IA n'est qu'une arme supplémentaire, moins bruyante mais encore sans doute plus destructrice quand elle sert la folie des hommes. Merci Mathieu. Il y a un mot qu'il faut employer, je pense, c'est auto-apprenant. Ahmed Guiton, des systèmes auto-apprenants, de quoi on parle? En fait, c'est toute la difficulté aujourd'hui de l'intelligence artificielle, en tout cas telle qu'elle s'est développée ces dernières années, parce que le mot lui-même est polysémique et peut renvoyer à des choses très très différentes. Mais quand on parle ces dernières années, effectivement, d'apprentissage profond, d'algorithmes auto-apprenants, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne saurais pas tellement l'expliquer techniquement, parce que j'ai pas les mains dedans, mais enfin l'idée, c'est quand même que le système lui-même apprend des données
données qu'il ingurgite. Et qu'au bout d'un moment, les concepteurs même de ces systèmes d'IA finissent par ne plus avoir en réalité totalement la main ou une compréhension totalement fine de ce qu'ils ont codé au départ. Et c'est vrai que c'est assez vertigineux de se dire que ça devient même compliqué à auditer pour les concepteurs même de ces algorithmes. Ouais, Christine Houin-Clément, votre avis là-dessus? Est-ce que, encore une fois, peut-être que j'enfonce des portes ouvertes et que je suis là avec mes fantasmes de fan de science-fiction, mais est-ce que ces robots auto-apprenants peuvent finir par échapper à leur créateur? Non, mais ayant moi-même une culture du nanar assez importante. Non, peut-être un petit point sur... parce qu'on parle d'intelligence artificielle avec un terme assez global. En réalité, on va avoir plusieurs systèmes. On a parlé de deep learning, donc d'apprentissage profond, de machine learning. Vous allez avoir des IA qu'on qualifie de supervisées, c'est-à-dire que pour faire ça de manière en coupant dans les virages, mais vous allez l'entraîner à repérer des éléments que vous avez vous-même étiquetés et sélectionnés. Donc vous allez pouvoir, par ce qu'on appelle un renforcement, c'est-à-dire en lui disant oui, correct, non, incorrect, renforcer ces éléments-là. Et vous aurez des IA qui seront semi-supervisées, voire non supervisées, et dont le fonctionnement, et là on va beaucoup parler par exemple de réseaux de neurones, et effectivement on aura de l'apprentissage profond. L'idée c'est sur un ensemble de données de trouver des éléments qui permettent de donner une cohérence et une lecture. Je coupe très très fortement dans les virages. Simplifié, mais merci pour l'idée générale est celle-là. Et ce dont vous parlez, ce sont des systèmes qu'on appelle des black box, donc des boîtes noires, où effectivement on sait pertinemment quel est l'algorithme que l'on va utiliser en entrée, et on va essayer de laisser l'IA travailler pour faire ces propositions en sortie. Là où on a des éléments qui permettent un petit peu peut-être de rasséréner et de casser la prochaine superproduction hollywoodienne, bollywoodienne. Rassurez-nous, allez-y. Je ne sais pas si je vous rassurerai, mais c'est que notamment depuis quelques années, il y a une exigence qu'on appelle de l'explicabilité. Oui, ça fait... Non, mais... La terminologie est un peu particulière, qui dit qu'on doit pouvoir expliquer potentiellement post-hoc, c'est-à-dire une fois qu'on a le résultat, comment l'intelligence artificielle est arrivée à la proposition qu'elle va vous faire, quelle que soit la proposition et quel que soit le champ sur lequel elle travaille. Et c'est tout un champ de recherche sur lequel on travaille pour que, même si on n'arrive pas exactement à avoir le détail de ce qu'il y a dans cette boîte noire, on puisse comprendre le résultat en final. C'est quelque chose qui est né au sein de la DARPA, qui est l'agence de gestion de l'innovation du ministère de la Défense américaine. Donc c'est un point qui est important et qui est d'autant plus important, et je finirai là-dessus, y compris pour les militaires, parce que on a beaucoup d'études qui vous disent que si vous ne comprenez pas le fonctionnement, si vous n'y adhérez, si vous n'avez aucune lecture, eh bien on aura du mal à avoir l'acceptabilité de cette techno et donc son usage. Ça coûte un peu cher, on préfère que ça soit utilisé. Donc ça, c'est un des gros champs au niveau occidental sur ce développement-là. Concrètement, parce que je n'y connais rien, comme ça se voit, ça aide aujourd'hui essentiellement au ciblage ou au guidage de munitions, de missiles, ou est-ce qu'on peut imaginer demain que dans un champ de bataille, ça puisse générer des tactiques, parce qu'on leur a fait ingurgiter plein de Louis Pérez là-dessus, et où Christine Houin-Clément? Alors juste un point avant, parce qu'on a beaucoup parlé de science-fiction, et je pense qu'à ce moment-là, le débat tombe un peu dans un écueil qui est assez régulier, c'est-à-dire de se baser, l'anthropomorphisme, se baser sur les films, la science-fiction. Oui, je l'ai dit en préambule. C'est normal de dépasser, ne serait-ce que le terme intelligence artificielle est anthropomorphique, et donc logiquement on tombe dans cet écueil. Pourquoi c'est un écueil? C'est parce que c'est un élément de discours, souvent des États, qui permet de mettre à distance le sujet et les développements, notamment dans le domaine militaire, donc mise à distance à travers la science-fiction. Florence Parly, lorsqu'elle était ministre des Armées, avait dit Terminator ne défilera pas au 14 juillet. Et en même temps, ça permet de dire on ne développera pas des Terminators. À côté de ça, et on le voit avec le cas israélien, on développe des systèmes qui, eux, pour le coup, existent bien, modifient les pratiques dans la guerre, qui ne sont pas des Terminators et pourtant peuvent causer autant de victimes civiles que s'il y avait un Terminator. Pour répondre... Sur la stratégie, l'accompagnement de la stratégie, c'était un peu la question de Mathieu. C'est-à-dire que je crois que, notamment sur la guerre en Ukraine, il y a des systèmes d'intelligence artificielle, je crois, venus des États-Unis, qui permettent de cartographier et à la fois la géographie et les mouvements des troupes, et donc une aide à la décision, j'imagine, pour les généraux ukrainiens. Aujourd'hui, les systèmes qui sont les plus intéressants, à côté de ceux qui intègrent de l'autonomie dans les systèmes d'armes, ce sont ceux qui aident à la décision. Donc c'est un peu ce que je disais au début de l'émission, qui permettent d'amasser un ensemble de données et de permettre d'améliorer la décision de manière plus rapide et de manière plus précise. Et de plus en plus, mais peut-être de manière plus
dont on prend moins en compte les résultats, on a en effet des systèmes qu'on va souvent appeler de wargaming, qui vont permettre un petit peu de tester différents scénarios possibles et de voir lequel serait le plus adapté sur le terrain militaire. Christine Houin-Clément, rapidement là-dessus, parce qu'il y a encore pas mal de thèmes à aborder. Rapidement, en fait, on a eu une numérisation du champ de bataille qui a démarré dans les années 90. On appelait ça la RMA, la révolution dans les affaires militaires, en bon français. Et on a le prolongement, c'est ce que l'on pourra faire avec de l'intelligence artificielle. Mais ça va être aussi utilisé, par exemple, pour avoir une capacité d'autonomie des drones dans les cas de brouillage. Ça va être utilisé, alors effectivement, pour essayer de numériser les mouvements, mais on l'aura aussi dans d'autres approches. Par exemple, pour avoir la route la plus efficiente ou voir où est-ce qu'il va falloir, et là je pense au génie, quand vous avez des infrastructures détruites, lesquelles sont à réparer en priorité par rapport au bassin de vie. Voilà, c'est des choses aussi sur lesquelles on va pouvoir travailler et qu'on a vu être déployées. Allez, on va s'intéresser à ce que la France prépare et je propose à Steve Jourdain de nous rejoindre puisque c'est aussi pour ça qu'on a décidé de faire ce débat. L'annonce du ministre de la Défense. Rebonsoir. Steve, la France donc qui se prépare aux guerres de demain. Oui, demain c'est déjà aujourd'hui Thomas, puisqu'en Ukraine, des drones kamikazes sont programmés par intelligence artificielle pour détecter et cibler des soldats russes. La plupart des pays sont en train de se doter d'une stratégie en matière d'IA. Le Pentagone a dévoilé la sienne, c'était au mois de novembre. L'Ukraine a présenté un plan la semaine dernière. La Chine dépense des milliards et est déjà en avance sur le sujet. Bref, c'est la course et la France ne veut pas rester sur la touche. On va voir cette déclaration de notre ministre des Armées. C'était aux Échos début mars. Soit l'armée française prend le virage de l'IA, soit elle décroche. Le même jour, Sébastien Lecornu était en visite à l'école Polytechnique. Il a dévoilé la stratégie française et annoncé le lancement d'une nouvelle agence. Écoutez-le. Le saut technologique que représente l'intelligence artificielle est sans doute celui qui révolutionnera la manière de faire la guerre, ou même, plus important encore, de l'éviter. J'ai donc décidé la création de l'Agence ministérielle pour l'intelligence artificielle de défense. Agence ministérielle de l'intelligence artificielle de la défense, AMIAD pour les intimes. Elle est composée de deux structures, Thomas. Un pôle de recherche situé sur l'école Polytechnique, qui sera situé sur l'école Polytechnique à Palaiseau, et un pôle technique basé à Bruz, en Ille-et-Vilaine. Le patron de l'agence, c'est lui, Bertrand Rondepierre, un polytechnicien de 34 ans. Il a travaillé par le passé pour le laboratoire d'intelligence artificielle de l'entreprise Google. C'est une petite star dans le milieu de l'intelligence artificielle. Alors, quelles sont les missions de l'AMIAD et les moyens, c'est le plus important, débloqués? Le gouvernement nous dit que l'AMIAD doit conceptualiser, voire fabriquer l'intelligence artificielle dans les grands programmes militaires actuels comme futurs. Pour ça, l'agence pourra s'appuyer sur un supercalculateur. C'est le premier grand investissement de la nouvelle structure. Un supercalculateur, Thomas, c'est un très très grand ordinateur qui fonctionne avec plusieurs dizaines de milliers de processeurs. Ça permet de faire beaucoup d'opérations de calcul, notamment sur des données classé secret défense. Il devrait être fonctionnel à partir de l'année prochaine. Ça sera le plus gros calculateur dédié à l'IA en Europe, selon le gouvernement. On va voir quelques chiffres à présent. L'AMIAD sera dotée de 300 millions d'euros par an. Elle doit recruter 300 experts d'ici la fin de l'année 2026, en espérant que ces experts préfèrent le secteur public. Le secteur public face aux salaires proposés par les géants de la high-tech. Un autre chiffre, Thomas, en 2024, la France va consacrer 130 millions d'euros c'est 130, c'est pas 150, 130 millions d'euros à l'IA de défense. C'est un budget qui doit être doublé dans les années à venir, mais à titre de comparaison, le Pentagone devrait pouvoir compter, lui, sur une enveloppe de 1,8 milliard de dollars en matière d'IA de défense. La course est lancée. On voit la différence. Merci beaucoup, Merci. Steve, pour tous ces chiffres. Amel Guiton, le supercalculateur, je voudrais bien vous entendre là-dessus. Il y a quoi? Là, on va parler de souveraineté, évidemment, après avoir évoqué là. Ce que je trouve par ailleurs assez intéressant dans l'annonce du ministre des Armées, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une volonté assez forte de réaffirmer le rôle du régalien dans cette histoire, et notamment, je pense, par rapport à ce qu'on a vu ces dernières années. Il y avait notamment un très grand projet qui s'appelait Artemis, qui était porté par deux acteurs privés, donc Atos et Thales, qui sont par ailleurs des habitués des grands contrats avec le régalien, donc Artemis pour architecture de traitement et d'exploitation massive de l'information multisource. C'est ce qu'on appelle le traitement de données hétérogènes, puisqu'il
faut pouvoir utiliser des données qui viennent de capteurs très différents, de l'image, du son, du texte, etc. Et là, avec cette agence qui, par ailleurs, en plus, dont le pôle technique est donc installé à Bru, auprès de la Direction générale de l'armement maîtrise de l'information, c'est-à-dire l'organe qui, dans l'État, s'occupe déjà de la construction des armes numériques, des armes cyber de l'armée française, on a le sentiment là d'une réaffirmation très forte du régalien. Donc du public par rapport au privé, c'est ce que j'entends. Moi, en tout cas, je sens ça, du public par rapport au privé aussi, effectivement. En tout cas, c'est la volonté affichée. Et on verra comment ça se met en œuvre. Louis Perret, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Sébastien Lecornu? Soit l'armée française prend le virage de l'IA, soit elle décroche. Je ne sais pas s'il est question d'être d'accord ou pas. Je pense que le choix, il est déjà fait. Alors, il faut le prendre, quoi. Tout le monde prend ce virage, il faut mais je crois qu'on ne rivalisera pas, malheureusement, avec... C'est un peu défaitiste comme discours, je suis désolé. Mais avec la Chine et les États-Unis, surtout avec une approche nationale comme le fait la France, je trouve que c'est une très bonne chose. Ça fait quelques années, donc c'est vrai que c'est une réaffirmation, parce que depuis déjà 2019, on a eu beaucoup d'initiatives en matière d'intelligence artificielle de défense. Et la France est un des pays européens qui est vraiment à la tête dans ce domaine et qui se repose, à mon sens, essentiellement sur des entreprises privées en dépit d'une dynamique publique, mais seul, avec 300 millions par an, on ne rivalisera jamais. La seule initiative... on a vu l'écart... la seule initiative, elle peut être que européenne, à mon sens, et encore... Peut-être des partenariats entre les États-Unis et l'Europe, mais on parle quand même de la guerre, où à un moment, c'est chacun pour soi. Et tant qu'on n'a pas une dynamique de défense européenne, en tout cas pour le développement de systèmes militaires, ça va être compliqué de rivaliser avec des grands États comme la Chine et les États-Unis. Clément, c'est trop tard, c'est un peu ce que j'entends dans votre... Ou trop petit? En fait, on a un véritable enjeu sur les supercalculateurs. À l'heure actuelle, en France, notre supercalculateur, il s'appelle Jean Zay, et on est à un petit peu plus de 36 pétaflops. Quand le premier... J'apprends le mot pétaflop. Ah, mais je vais vous en apprendre un deuxième, hexaflop. Le plus gros, qui est un américain frontière, dépasserait un hexaflop. Pour vous donner une idée d'échelle, dans un cas, on est à 1 million de calculs secondes, dans l'autre, on est à 1 milliard de millions de calculs secondes. D'accord, ok. Ça fait beaucoup de puissance derrière le 10. Mais pour dire, on a un véritable gap en termes de capacité, de puissance de calcul au niveau des supercalculateurs. Donc c'est cohérent de mettre d'abord l'argent sur un supercalculateur français digne de ce nom. À un moment, on a plusieurs enjeux. On en a un qui est d'arriver à avoir des supercalculateurs, qui est la capacité de puissance, puisque ça a été un des gros freins du développement de l'intelligence artificielle, qui est conceptuellement une technologie qui a quelques décennies, parce qu'on n'avait pas la capacité de puissance calcul. Quand on a obtenu les données et la capacité de puissance calcul, on a eu cette explosion de l'intelligence artificielle. On a toujours ce principe-là. Et le deuxième enjeu, si on se projette encore un petit peu, c'est qu'à l'heure actuelle, je ne sais pas si vous avez vu, et vos auditeurs, des images de supercalculateurs, mais ça tient dans des pièces, vous avez des masses de serveurs, etc. Le deuxième enjeu, ça sera d'arriver à numériser et à miniaturiser des principes qui permettent d'avoir des supercalculateurs beaucoup plus petits. Alors là, on est dans un avenir beaucoup plus loin et embarqué. Donc, enjeu de souveraineté, on l'a bien compris, vous mettez les uns et les autres un certain nombre de bémols. Je voudrais quand même essayer de donner une note un peu positive dans ce débat sur l'état de l'écosystème tech ou intelligence artificielle français. Et je suis tout simplement la couverture de la une du magazine L'Express de ce week-end, que vous avez certainement les uns et les autres vu, ce Cocorico pour l'IA, Cocoriaco. On a de vrais atouts, Amel Guiton. Est-ce que vous êtes aussi optimiste que l'Express sur l'écosystème de l'intelligence artificielle en France? Les cerveaux, les startups? Je le serais quand même plutôt moins, ne serait-ce que parce que, au vu de ce qu'on voit en matière d'intelligence artificielle dans le domaine civil, tout simplement. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui encore le poids que peuvent avoir les très gros acteurs américains pour une raison toute simple, c'est que ce sont des acteurs qui ont énormément de données, donc qui ont une espèce on a le sentiment qu'ils ont effectivement un peu un temps d'avance sur tout le monde, parce que comme ils ont eu beaucoup de données, ils ont pu effectivement avancer assez vite et que on rame un peu. Enfin, moi, j'ai le sentiment qu'on rame un peu derrière. Pour le coup, je rejoindrais quand même pas mal Louis Perret sur le fait qu'à un moment donné, l'échelle l'échelle optimale, quand on parle d'IA, n'est probablement pas l'échelle nationale, mais plus l'échelle européenne, et qu'à un moment, à un moment donné, c'est aussi comme ça que ça se pose. Christine Gouin-Clément, l'armée française, elle l'utilise comment aujourd'hui, l'IA? Par exemple, en aviation, ça fait longtemps, ça fait plusieurs années que
que c'est une aide au pilotage et à la décision pour les pilotes, c'est ça? Aide au ciblage, par exemple, c'est des technos qu'on va pouvoir utiliser, mais ça pourra être aussi des technologies qui... pourraient être utilisées dans la marine, notamment pour aller gérer, quand vous avez des navires qui sont extrêmement longs et qui ont des problèmes de roulis, à l'heure actuelle, on le fait sur des systèmes un petit peu à l'ancienne. Là, ça peut permettre d'arriver à avoir ce genre de travail-là. Donc tout ce qui va être... beaucoup, reconnaissance, ciblage, etc. Ça, c'est énormément de choses que l'on va utiliser. Ça va être utilisé aussi en termes de renseignement, pour arriver à identifier et à reconnaître sur ce modèle-là. Et puis, il y a d'autres travaux, mais qui sont des enjeux, notamment pour les puissances qui peuvent se permettre de développer de l'IA. Ça va être deux choses. Alors, on parle, par exemple, des ailiers loyaux, ou des loyal wingman. Les ailiers loyaux, oui. L'ailier loyal, c'est l'idée d'avoir... C'est un drone, si vous voulez, qui aura pour finalité de pouvoir travailler en partenariat, en binôme, avec un pilote de chasse. Donc, ça veut dire que vous avez un drone qui a des capacités à peu près similaires et qui doit travailler binômé. Mais la décision de tir, encore une fois, resterait au pilote du binôme. L'idée étant d'arriver à avoir une capacité augmentée de protection. C'est des approches aussi où on va penser à tout ce qui est les drones en essaim. Donc d'arriver à avoir des essaims de drones qui puissent travailler, se réorganiser grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle. Tout cela étant particulièrement complexe dans la gestion des IA dédiées. Et vu la place que tout ça va prendre, si on vous écoute, est-ce que ça veut dire demain que les cibles prioritaires vont changer? Je dis aujourd'hui, on tape un dépôt de carburant pour empêcher les chars d'avancer. Est-ce que demain, les cibles prioritaires, ce sera les serveurs, ce sera les câbles, ce sera les satellites qui permettent à toute cette intelligence artificielle de... C'est déjà le cas. D'accord. Non, mais c'est déjà le cas. Les data centers ou les câbles sous-marins sont aujourd'hui... En Ukraine, c'est le cas aujourd'hui, en Ukraine ou en Russie? Comme on frappe des centrales électriques, j'imagine qu'on va sûrement frapper à travers ça. On va essayer de toucher en fait les infrastructures qui se reposent dessus. Christine Houin-Clément. En Ukraine, il y a eu une petite particularité. Alors, depuis le début du conflit 2014 et depuis le début de l'invasion massive, c'est qu'il y avait une volonté russe de récupérer le territoire pour pouvoir l'utiliser. Donc, la destruction des infrastructures, dans un premier temps, n'était pas forcément quelque chose de recherché, parce que vous essayez de récupérer quelque chose plutôt que de le reconstruire. On a eu un pivot, on a eu un changement avec une volonté justement d'aller opérer sur différents systèmes qu'on appelle des infrastructures critiques, ce qui a posé notamment la question d'arriver à avoir des options alternatives, notamment pour la communication des command and control. Allez, il nous reste une dizaine de minutes dans ce débat. Chapitre forcément important sur le droit de la guerre, Louis Pérez. À quel point l'utilisation massive de l'intelligence artificielle par les armées dans la guerre moderne oblige à redéfinir des règles? Est-ce que c'est un nouveau droit de la guerre, finalement, qui est en train de s'écrire ou qu'il va falloir écrire? Oui et non. Alors, vous parlez de droit... Moi, je préfère parler de droit des conflits armés. Oui. Mais bon, mais je vous suis. Donc, on a déjà des règles qui existent lorsqu'on fait la guerre, même si on voit avec Gaza ou avec l'Ukraine qu'elles ne sont pas forcément respectées. Ces règles, notamment depuis 1949, les fameuses conventions de Genève qui ont été adoptées, permettent de s'appliquer à l'intelligence artificielle. On n'est pas dans un no man's land juridique. On a des règles, parce qu'elles sont générales et abstraites, qui peuvent s'appliquer à l'intelligence artificielle. Ce sont des grands principes. Ce sont des grands principes. Donc, par exemple, la distinction entre les cibles civiles et les cibles militaires, la proportionnalité. Lorsqu'on cible une cible militaire, il ne faut pas causer trop de dommages aux biens civils à côté, par exemple, ou prendre les précautions nécessaires lorsqu'on mène une attaque. Tous ces grands principes s'appliquent logiquement lorsqu'on utilise un système d'intelligence artificielle militaire. Ce qui va changer maintenant, c'est l'interprétation de ces principes au regard de la nouvelle technologie et la manière dont la nouvelle technologie va influencer et modifier les pratiques militaires et comment est-ce que ces nouvelles pratiques sont conformes ou pas avec les règles existantes. Mais qui on juge dans un tribunal après un conflit si l'intelligence artificielle a pris la main? Encore une fois, je pose des questions de Béotien volontairement. Il n'y aura pas de prise de main par l'intelligence artificielle, mais ce qui est difficile en effet, c'est qu'il y a déjà ce qu'on appelle le brouillard de la guerre, c'est-à-dire qu'il y a un flou qui environne déjà les opérations. Avec les systèmes d'intelligence artificielle, ce flou est renforcé parce que non seulement, ça a été dit, on ne sait pas exactement comment vont fonctionner les systèmes, ni de quelle manière on va pouvoir se reposer sur eux, mais en plus, avec le chaos ambiant, on ne sait pas exactement qui a pris la décision de faire quoi. Ce qui pose un problème, mais aujourd'hui, comme on parle plutôt de système d'aide à la décision, il me semble qu'on pourra toujours s'en prendre
à un militaire qui a décidé de se servir de ce système-là, mais il y a une faille qui est quand même créée, qui est que le militaire n'aura pas décidé, n'aura pas eu l'intention criminelle, on utilise le terme dédié, enfin c'est le terme dédié, de commettre un crime. Et dans ce cas-là, ça peut en effet être compliqué de juger un militaire qui n'a pas eu l'intention de commettre un crime de guerre. Oui, Amel Guiton, ça rejoint d'une certaine façon ce dont on parlait tout à l'heure sur le fait que l'État français veuille reprendre la main et la question de l'équilibre entre le public et le privé, quoi. Quelles règles s'appliquent et à qui? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y a effectivement la question de la responsabilité, mais moi, ce que je trouve assez frappant, c'est qu'on se retrouve, et d'ailleurs un peu comme en cyber, face à une énorme difficulté de la discussion multilatérale, puisque de toute évidence, les États qui ne sont pas des grandes puissances en matière d'intelligence artificielle sont plutôt favorables à des discussions pour aboutir à un traité. Oui. Les États qui sont de grandes puissances, ils sont plutôt défavorables ou mettent le pied sur la pédale de frein ou disent qu'elles y sont favorables alors qu'en fait non, typiquement la Chine. Et quand on entend Sébastien Lecornu dire en fait si la France prend pas le train, on va décrocher, on voit bien que la logique, c'est celle effectivement d'une espèce entre guillemets, de course aux armements en matière d'intelligence artificielle. Et on voit bien qu'effectivement, ça rend toute discussion multilatérale assez compliquée. On ne peut pas exclure qu'à un moment, y compris parce qu'on a vu ça notamment en matière de cyber-offensif, on ne peut pas exclure qu'à un moment, le coût d'entrée pour utiliser des systèmes d'intelligence artificielle militaire finisse par baisser tellement qu'il y ait une telle prolifération que même les grandes puissances se disent peut-être que ça serait bien de négocier. Enfin, c'est ce qu'on voit arriver en matière de cyberattaques notamment, ou en matière de logiciels d'espionnage extrêmement intrusifs. La France, par exemple, pousse beaucoup à ce qu'il y ait un code de conduite, parce qu'en fait, ça s'est tellement répandu et il y a tellement d'États qui y ont recours que tout le monde se dit qu'il va falloir à un moment donné mettre des cadres. Là, on sent qu'en matière d'IA, on n'en est pas encore là du tout, parce qu'il y a un groupe d'États assez limité qui effectivement a un temps d'avance, et puis les autres qui sont derrière et qui, eux, aimeraient bien quand même pouvoir mettre des bornes tout de suite. Un champ de bataille, Christine Dugoin-Clément, où il n'y aurait finalement pas d'humains, des humains seulement à l'arrière qui guident des robots multiples et variés. Ça fait partie des scénarios qui sont travaillés déjà aujourd'hui, ou là encore c'est de la science-fiction? On est loin d'en être là. Hein. Je revenais j'évoquais tout à l'heure de manière assez rapide cette unité d'Orlan. Donc là, on est en Russie, c'est ça? On est en Russie avec un déploiement sur le théâtre syrien et on s'aperçoit que les résultats sont pas forcément optimum. Donc on est plutôt sur de l'interaction et de l'interopérabilité, donc avec des systèmes d'aide à la décision et un travail parallèle. Le but étant, alors dans certaines doctrines, alors effectivement, d'avoir une aide à la décision, mais aussi d'avoir un support et une protection de la vie humaine. Donc le principe étant, c'est ce qui est souvent avancé, c'est-à-dire avoir en gros du porteur, avoir quelque chose qui est capable de se mettre en bouclier ou ce genre de choses, qui est un des enjeux pour limiter les pertes humaines. Et puis pour aussi autre chose, c'est que plus les systèmes d'armes sont complexes, quels qu'ils soient, qu'on parle d'une plateforme comme un avion, qui reste une plateforme sur laquelle on va opérer des envois d'armement, mais la formation des pilotes est particulièrement longue, coûteuse, complexe, et ce sont des savoir-faire que vous n'allez pas remplacer en cas de perte humaine en un claquement de doigts. Donc le fait de pouvoir limiter cette mise en avant du facteur humain est un intérêt majeur. En plus du coup humain, individuel et social, si vous voulez, d'un point de vue purement tactique et stratégique, vous avez un véritable enjeu à ce niveau-là. Donc on a tout ce travail-là. Et peut-être pour en revenir sur la question de la responsabilité que vous évoquiez tout à l'heure, c'est quelque chose que l'on a déjà pu voir dans des technologies qui embarquent de l'intelligence artificielle dans le civil. Par exemple, quand on regarde sur les voitures à pilotage autonome, en disant, voilà, si demain on a un accident, et là on a un enjeu juridique notamment qui va toucher à ce qui sera l'indemnisation des victimes, avec qui est en responsabilité. Et c'est là où le terme d'intelligence artificielle, et je rejoins tout à fait mon voisin, est assez piégeux, pour le dire ainsi, c'est-à-dire qu'on a tendance, même maintenant, à penser qu'on est sur une autonomie. Une IA, elle n'a pas écrasé quelqu'un, elle n'a pas reconnu un ensemble de pixels. Si je coupe dans les virages. Et au final, vous allez avoir quoi? C'est une problématique sur la nature de la programmation. Et là, on est sur on quelle revient à l'humain.
Exactement. Quel sera l'enjeu de la programmation et les clauses de programmation? Il nous reste quelques minutes. Je voudrais qu'on écoute sur ce thème de la sécurité de l'intelligence artificielle une prise de position récente de la vice-présidente américaine Kamala Harris. C'était le jour où les Américains annoncent la création d'un institut sur la sécurité de l'IA. Écoutez. But just as AI has the potential, si l'intelligence artificielle peut faire beaucoup de bien, elle peut aussi faire beaucoup de mal. Qu'il s'agisse de cyberattaques activées par l'IA à une échelle dépassant tout ce que nous avons connu jusqu'à présent, ou d'une arme commandée par l'IA qui pourrait mettre en danger la vie de millions de personnes, ces menaces sont souvent appelées les menaces existentielles de l'IA. Amel Guitton, de quoi parle ou qu'évoque Kamala Harris quand elle dit des cyberattaques activées par une IA? Ça change quoi, l'intelligence artificielle dans une cyberattaque? Ça démultiplie les cibles, ça... Effectivement, c'est un peu le problème en matière de cyberattaque comme en matière de manipulation de l'information, c'est que ça permet d'aller plus vite et de faire plus de choses, si je veux vraiment résumer à très gros traits. Donc effectivement, c'est une montée, la possibilité d'une montée capacitaire d'une certaine façon. Louis Pérez, est-ce qu'on peut dire que plus une armée est dépendante de l'IA, puis elle prend le risque de subir une cyberattaque? Oui, puisque si elle développe pas de manière sûre, j'enfonce des portes ouvertes encore une fois, mais je préfère être le plus simple possible. Si elle ne développe pas de manière sûre ces systèmes, il est fort probable qu'en effet, elle ouvre cette porte-là. Et de toute façon, ça a été dit, on est de plus en plus sur une guerre qui est numérisée. Donc dès qu'on se sert d'un système numérique, on porte le flanc à des cyberattaques. Il y en a eu? Contre des systèmes d'intelligence artificielle. Militaires. Militaire, pas à ma connaissance, mais comme on vient de le voir, c'est un risque qui est vraiment pris au sérieux, notamment la pratique de l'empoisonnement des données. On a dit que les systèmes d'intelligence apprenaient sur des données. Si on met des données erronées ou préjudiciables dans ce qu'apprend le système, il va mal agir de fait. Oui. Christine Houin-Clément, il y a eu des exemples récents quand même d'ingérence russe sur des systèmes de pilotage. Alors il y a plusieurs choses. J'avais cru entendre ça. Il y a plusieurs choses. Il va y avoir des attaques cyber assez traditionnelles qui vont viser des systèmes, alors que ce soit des systèmes algorithmiques classiques ou à base d'intelligence artificielle. Un des enjeux de l'intelligence artificielle, c'est que, notamment, on va pouvoir créer de manière beaucoup plus rapide des lignes de code malfaisants et que quelqu'un qui a des compétences assez limitées sera en capacité de déployer des lignes, des malwares de manière assez rapide. Et ça peut augmenter votre bruit de fond. Donc un environnement qui va déjà être beaucoup plus mouvant. Donc ça, c'est un des enjeux. Un autre enjeu que l'on aura, il est sur le volet informationnel avec la capacité de créer de manière beaucoup plus rapide, par de l'IA générative ou par du deepfake, beaucoup plus de capacité de désinformation, voire de créer des sites par IA qui vont eux-mêmes générer du bruit. Puisqu'on est maintenant sur une conflictualité qui ne s'arrête pas uniquement à l'artillerie, même si c'est un besoin crucial des Ukrainiens, mais où on a tout ce niveau-là. Et ça pose de véritables enjeux, c'est-à-dire l'utilisation qu'on va faire pour monter ce bruit de fond, donc faire de la levée de doute sur des opérations, des attaques cyber sur des infrastructures critiques, par exemple, la capacité de pouvoir déployer de plus en plus des contenus informationnels à visée d'intoxication, et ça nous amène à ce qu'on pourrait appeler une capacité d'auto-trolling de l'intelligence artificielle. Oula. Ouais. C'est après le pétaflop et l'hexaflop. C'est tout simplement que, notamment quand on va parler d'une IA générative, elle fait quoi? Elle va prendre des données sur le web au sens large, et à partir de là, sur un système de statistiques fréquentielle, elle va vous dire quel est le mot qui a le plus de probabilité d'arriver à un autre. Donc on n'a pas d'idée d'une IA ChatGPT. Sauf que plus vous allez mettre des contenus qui vont être mensongers ou autres, plus votre probabilité qu'ils viennent inférer dans la possibilité statistique va augmenter. Donc on peut arriver à avoir une capacité d'auto-trolling, d'auto-intoxication de ces systèmes-là. Pas sûr que ça m'ait rassuré. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Pardon pour mes questions parfois très basiques, mais je pense que sur un débat comme celui-là, c'était important. Je vous dis à bientôt sur Public Sénat. Notez que demain, votre prochain rendez-vous politique, Oriane Mancini reçoit Patrick Caner, le président du groupe socialiste, ici au Sénat. Belle soirée, avec ou sans IA.